Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nouvel épisode de Dans nos baskets. Aujourd'hui, nous sommes aux Internationaux de Strasbourg, un tournoi de tennis féminin sur le site du Wacken. Et on va vous faire découvrir toutes les coulisses de ce tournoi. C'est parti. Et pour commencer ce numéro, on a rejoint Jérôme Fechter, le co-directeur des Internationaux de Strasbourg. Bonjour. Bonjour. Alors là, on est dans l'espace village qui se situe à l'intérieur de l'enceinte des IS. Mais peut-être déjà, pour commencer, présenter aux spectateurs qui nous regardent, qu'est-ce que c'est que les Internationaux de Strasbourg ? Alors comme son nom l'indique, c'est un tournoi international de tennis qui a lieu chaque année, la semaine avant Roland-Garros à Strasbourg. C'est un tournoi qui fait partie du tour WTA, donc féminin. Et il y a, pour faire simple, 4 grands chelems, 10 tournois de catégorie 1000. 1000, c'est le nombre de points que ça donne à la gagnante. Il y en a une quinzaine de catégories 500, donc c'est 500 points à la gagnante et puis je crois une trentaine de 250. Et nous on est donc 500, donc on fait partie des 25 plus grands tournois du monde du circuit féminin professionnel. Ça fait combien de temps qu'il existe déjà ce tournoi ? Comme vous le voyez derrière moi, il y a le logo de la 40e édition, c'est 1987, créé ce qui est aujourd'hui l'hôtel de région et qui était avant le Lawn Tennis Club. Voilà, un tournoi qui n'a jamais bougé, qui est là depuis toujours et qui, j'espère, sera encore là très longtemps. Et c'est aussi, on l'a pas dit, mais le plus grand tournoi de tennis féminin professionnel de France, hein, c'est bien ça ? Oui, il y a plus grand que les IS, il y a évidemment Roland-Garros, mais qui est un tournoi oui, bien mixte, sûr, c'est un grand chelem. ça. Et puis il y a le Rolex Paris Master, qui est un tournoi 1000, mais qui est masculin, 100% masculin. Donc il n'y a pas d'autres tournois, 500, c'est le 3e tournoi de France en fait. Et alors pourquoi avoir choisi de faire ce tournoi ici, sur le site du Wacken, au Tennis Club de Strasbourg ? Pourquoi cet endroit ? Alors c'est une décision qui date pas d'aujourd'hui, ça date de 2011. C'est à l'époque de Nîmes Gelen quand il a repris le tournoi. Le tournoi était au centre de ligue et c'est vrai que le modèle économique d'un tournoi on peut pas dépendre de l'argent public, on doit développer la partie privée de manière très importante et donc ça fait partie du modèle du tennis et pour ça le site ici au pied du Parlement européen est extrêmement symbolique. C'est très beau aussi. C'est très beau, mais c'est surtout extrêmement symbolique. Voilà, et ça permet de dire au monde entier et à nos sponsors, voilà, venez ici, c'est un endroit exceptionnel, invitez vos clients, vous allez voir, vous allez y trouver voilà, des partenaires, de faire du business et ça représente 50% des revenus du tournoi. Et alors ce tournoi justement, comment est-ce que vous l'avez vu évoluer au fil des années ? Il a évolué énormément. Il est passé, ça a été un tournoi qui a été mené ça a toujours été un tournoi de très grande qualité, organisé initialement par la Ligue d'Alsace à l'époque, par la fédération à un moment donné, par la société de Nîmes Gelen Quarterback. Mais le tournoi a cessé de grandir, d'attirer de plus en plus de bonnes joueuses. Il y a déjà eu de très grandes joueuses qui ont gagné par le passé. Mais on va dire qu'aujourd'hui, on arrive à une maturité. On a plus de 40 000 spectateurs l'année dernière. Là, on a battu hier le record de billetterie de l'année dernière, tout confondu. Le public est au rendez-vous. Il y a on a de plus en plus de clientèle internationale, même si 85% des gens viennent de notre territoire, au sens à 100 km à la ronde, quoi. C'est vrai qu'on voit sur les tableaux, il y a des joueuses du top 10, du top 20, du top 30 mondial. C'est quand même quelque chose d'assez dingue. On peut dire, comment est-ce que vous faites pour les attirer ici à Strasbourg ? Alors, on fait partie des 25 tournois, donc déjà elles sont censées en jouer un certain nombre pendant l'année. On essaie de les mettre dans les meilleures conditions possibles. On est la semaine avant Roland, donc on va avoir les meilleurs les mêmes balles qu'à Roland, la même terre battue. Mais aussi on est entre Rome, qui est un 1000 avec beaucoup d'effervescence, des problèmes de trafic, et Paris. Vous connaissez Paris, voilà. Et donc à Strasbourg, elles y ont un petit havre de paix où elles se sentent bien, où elles sont d'ailleurs on le voit, elles sont cool, elles se baladent librement sans escorte dans le public. Elles sont vraiment à l'aise. Et hier, on a même aperçu Laïla Fernandez qui échangeait des balles avec des supporters et des supportrices avec des enfants. C'était très sympa aussi comme moment. C'est vrai qu'il y a un côté très convivial, on peut le dire, ici à Strasbourg. Exactement. Aussi. Donc ça, c'est vraiment un point fort. Après, il y a d'autres aspects. C'est évidemment les aspects financiers. On distribue 1 250 000 euros de dollars, pardon, de prize money. C'est le salaire chargé des joueuses. Voilà, mais pour la globalité, on a surtout 500 points WTA. Ça leur permet de gagner beaucoup de confiance sur terre battue. Et tout ce qu'on voit ici, alors il y a ce qu'on voit au jour le jour évidemment, mais ça nécessite des mois de préparation aussi. Enfin, à partir de quel moment est-ce que vous commencez à préparer le tournoi et surtout comment ça se passe ? On s'arrête jamais. On s'arrête jamais. Donc à peine ça finit, là, on est reparti déjà pour l'année prochaine presque. Oui, parce qu'en plus la France vit au rythme du tennis pendant
un mois. Entre maintenant, on va dire, ou allez, Monte-Carlo qui a démarré juste avant, Oui. jusqu'à la fin de Roland-Garros. Et après, on bascule sur le foot, sur le Tour de France. Donc, c'est le moment aussi où, dans l'énergie, il faut après tout de suite d'abord enlever tout ça, Oui. déconstruire, et puis surtout reconstruire l'année d'après. Les partenariats, parler à nos clients, voilà, et c'est seulement vraiment au mois d'août où on peut couper un peu et se prendre quelques semaines de repos avant de rebasculer tout de suite à la rentrée. Voilà. Un mot aussi peut-être sur les bénévoles, parce qu'on les voit un peu partout, ils œuvrent dans l'ombre ici au Wacken. Comment est-ce qu'on fait pour trouver des bénévoles et c'est quoi leur importance aujourd'hui pour les IS? Alors, c'est Leïla Fernandez qui l'a dit, elle se sent... Les gens sont tellement gentils ici, on est tellement bien accueillis, c'est incroyable, elle a dit. Et bien ça, c'est la force de ce socle de bénévoles, que ce soit des ramasseurs de balles qui, de toutes ces années, accueillent avec une immense gentillesse, et ça, les joueuses le sentent. C'est une grande famille. On est 170 bénévoles, donc il y a vraiment une grande famille et il y a peu de places, hein, elles sont chères les places, ils veulent pas les lâcher. J'imagine, en tout cas c'est vrai que ça fait toujours plaisir de revenir chaque année. En fait, une dernière question, juste pour conclure, c'est vrai qu'on entend souvent, un peu plus largement, que le tennis c'est un sport ingrat. C'est quoi, votre avis là-dessus? Parce qu'on dit qu'on finit toujours par perdre et qu'à la fin il n'y a qu'une seule personne qui est victorieuse. Vous, c'est quoi votre ressenti sur ça? Ouais, ça peut créer beaucoup de frustration, hein. C'est un sport individuel qui peut créer beaucoup de frustration. Et puis il faut se dire quand même qu'il y a 50 à 100 joueuses dans le monde qui en vivent correctement. Imaginez combien de joueurs de football vivent correctement dans notre département. Oui, ouais. Donc il faut voir quel est le niveau d'exigence pour arriver à ce niveau-là. Beaucoup de frustration quand on joue pas, on gagne pas. C'est pas comme quand on est salarié dans un club de football par exemple. Eh bien quand on joue pas, on a une assurance d'être payé. Ce n'est pas le cas pour une joueuse de tennis qui emmène avec elle en plus un coach, sa famille, qui voyage, il y a des frais. Donc c'est dur et il y a cette permanence pression du résultat. Ça c'est pour le haut niveau. Puis quand on a été amateur et qu'on a perdu un match et qu'on est extrêmement en colère. On est au bout de notre vie, voilà. Tout le monde le connaît ce sentiment, mais c'est pas que dans le tennis, hein. On le retrouve un peu partout. Là, on est avec les ramasseurs de balles des internationaux de Strasbourg et je suis avec la responsable des ramasseurs, Sylviane. Bonjour Sylviane. Bonjour. Alors Sylviane, vous encadrez un groupe de 45 ramasseurs de balles. Oui. C'est un groupe important. Comment est-ce qu'on fait pour gérer autant de jeunes ramasseurs? En fait, on est une équipe de responsables. Il y a 3 responsables d'équipe. Et moi, je chapeaute effectivement le tout, mais c'est un travail d'équipe en fait. Ça fait combien d'années que vous faites ça? C'est ma 24e année. Vous commencez un petit peu à avoir l'habitude maintenant, justement. Vous prenez vos marques et ce sont un petit peu vos habitudes sur le tournoi. Oui, il y a des réflexes qu'on a à force de pratiquer durant toutes ces années. Et au début, j'ai fait responsable d'équipe aussi, donc je connais le terrain, quoi. Ouais. Et alors, sur les ramasseurs de balles, sur le terrain, voilà, j'imagine qu'il faut être irréprochable. Vous, quel est votre rôle? Un maximum, oui, déjà de les observer, de leur donner des consignes, de les soutenir, parce que pour certains, c'est une première, donc voilà. Justement, c'est pas facile. Justement, pour certains, c'est une première. Oui. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une sélection avant le tournoi? Oui, alors tout d'abord, il y a les inscriptions qui se déroulent de décembre à quasiment février. Et puis ensuite, oui, on programme une sélection. Et alors la sélection, quels sont les critères? Comment est-ce que vous retenez, on va dire, les ramasseurs? Oui, alors les critères, c'est souvent l'endurance, la vitesse, la compréhension, le côté sportif, voilà. Et alors, pour bien comprendre, ce sont des jeunes qui viennent essentiellement de la région, de clubs de la région? Oui, d'Alsace notamment. Il y en a un ou deux qui viennent de l'extérieur. Mais non, sinon c'est quand même Bas-Rhin. C'est une belle manière, on va dire, de mettre en avant des jeunes, voilà, qui aiment le tennis et qui vivent du tennis en Alsace. Oui, et puis c'est une super belle expérience. Hein. Chacun qui est là revient l'année prochaine, la plupart, sauf si l'âge est atteint ou les examens sont en cours ou s'il y a des brevets, des choses comme ça. Les parents ne nous les envoient pas, mais c'est vrai que sinon, d'année en année, on en récupère pas mal. Ouais, justement, sur cette année-là, est-ce que vous en avez qui étaient là l'édition précédente? Oui, une bonne vingtaine. Et alors, quels sont leurs retours? Qu'est-ce qui les pousse à revenir chaque année, à être là toute la semaine? Parce qu'ils sont mobilisés une semaine quand même. Ah oui, ils sont mobilisés toute la semaine. Et puis l'expérience fait qu'ils ont aimé. Et ils reviennent, ils sont contents. Et ils vont pas à l'école. Oui, ils vont pas à l'école pendant une semaine. Cette semaine, ils sont pas scolarisés, donc ils adorent ça, quoi. Oui, c'est sûr. Et alors... Non, ils adorent ça. Vraiment, c'est pareil, c'est un groupe. C'est une vie de groupe. Donc, ouais.
Ça peut être difficile parfois pendant, il y a des rotations pendant 30, 40 minutes d'être sur le cours en plein soleil justement et de devoir garder une attitude irréprochable, ça peut être difficile. C'est difficile, oui. Ouais, c'est très physique. Hein. C'est très physique et notamment quand il y a du soleil comme ça, on écourte un peu la rotation hein, parce que on peut pas tenir une demi-heure. Sous un cagnard comme ça, ils boivent aussi beaucoup. Hein. Est-ce que vous avez des conseils pour eux? Qu'est-ce que vous leur donnez comme conseil peut-être pour tenir justement pendant une durée aussi longue? De boire, surtout beaucoup boire, ouais. Ça c'est indispensable. Et alors en dehors des matchs, en dehors du cours, est-ce qu'il y a des occasions pour eux aussi de pouvoir un peu profiter, de pouvoir assister au match? Naturellement, oui, pendant leur temps de repos, ils font ce qu'ils veulent, mais on leur conseille de boire quand même. C'est le mot d'ordre en fait, par cette chaleur. Ouais. Est-ce qu'il y a des moments quand même où il peut y avoir quelques interactions avec les joueuses, peut-être la possibilité peut-être de prendre des photos avec elles? Peut-être des autographes, mais pas tellement, c'est pas trop courant en fait, c'est plus trop courant. Avant, je pense qu'ils pouvaient, enfin, elles étaient accessibles. Mais là, maintenant, un peu moins. Vous observez un changement justement avant? Qu'est-ce qu'ils pouvaient peut-être faire les ramasseurs qui font moins aujourd'hui? Alors là. Avant, est-ce qu'ils avaient la possibilité d'échanger quelques balles avec elles, par exemple? Pas trop, non. D'accord. Pas trop. Et là, encore aujourd'hui, je pense même pas non plus. Ça reste quand même une... Parce que ça reste, si vous voulez, c'est un peu fermé quand même. Et je veux dire, elles sont accessibles, elles sourient et tout, mais pour jouer avec, je pense pas. Ou alors ils sont très malins, ils arrivent à se faufiler et à passer outre, mais... Ça reste en tout cas une belle occasion de voir du haut niveau mondial pour eux aussi, d'être au contact des joueuses. Ah oui, c'est une belle expérience et d'approcher justement les joueuses de haut niveau. Hein. Eh ben merci. Ils sont trop fiers. Merci Sylviane en tout cas pour vos réponses. De rien. Pourquoi t'as voulu faire ça? Qu'est-ce qui te plaît? Déjà pour rater une semaine de cours et pour être proche des joueuses et m'amuser en groupe. Est-ce que tu as une anecdote particulière aux IS? C'était une rota il y a 2 jours avec ce groupe-là cette année. Et il y a un ramasseur en plein match entre 2 points. Il est parti du terrain parce qu'il devait aller aux toilettes. Alors maintenant, on est monté à bord d'un transport qui est chargé pendant toute la durée du tournoi d'amener les joueuses d'un point A à un point B, que ce soit à leur hôtel ou alors à la gare ou à l'aéroport. Et c'est Frédéric, notre chauffeur du jour. Bonjour Frédéric. Bonjour Célia. Alors racontez-nous un peu, c'est quoi votre rôle? Peut-être qu'on va commencer à démarrer et puis en même temps, on va faire une petite course. Et puis comme c'est électrique, on n'entend même rien en plus, tu vois, c'est ça qui est génial. Du coup, votre rôle, qu'est-ce que c'est concrètement? Alors mon rôle à moi, c'est vraiment d'être le responsable de l'équipe. Hein. Donc comme dit, en fait, on a 24 chauffeurs répartis en 2 équipes. Le matin 7h 14h et l'après-midi en fait de 14h à 21h, voire plus jusqu'à la fin du tournoi, suivant l'heure de fin. Donc moi, mon rôle, c'est un peu la tour de contrôle. C'est-à-dire que c'est moi qui donne les pick-up, donc les courses à chaque chauffeur en fait, d'aller à l'hôtel, suivant les hôtels, parce qu'on en a plusieurs, d'aller aux gares, à l'aéroport et donc je leur donne des ordres en fait de courses à faire tout au long de la journée et donc voilà, comme dit, c'est vraiment un rôle de tour de contrôle, de gérer les flux, de gérer parfois les courses non prévues, de gérer, comme on a eu hier par exemple, une manifestation qui nous a obligés en fait à faire des détours, des passages ailleurs, qui fait qu'à un moment donné, des courses pour aller à un hôtel qui met normalement 20 minutes aller-retour, c'est transformé en une course qui durait 1 heure. Ah oui, d'accord. Voilà. Et donc quand derrière, le chauffeur a plusieurs courses à enchaîner, parce que derrière il devait aller à la gare par exemple, mon rôle à moi, c'est de réguler tout ça pour que derrière la course suivante qu'il devait faire, on puisse la faire. Soit on envoie un autre chauffeur, soit on le délaisse une autre course pour que on puisse assurer 100% des commandes qu'on a tout au long du tournoi. Mais j'allais dire, ça doit être un casse-tête quand les joueuses, elles arrivent toutes en même temps. Enfin, comment vous faites pour vous organiser? Ça doit être un véritable puzzle à construire.
Alors c'est vrai que notamment cette année, ce qui a été assez atypique, c'est qu'on a eu 3 grandes arrivées. Et on a battu d'ailleurs le record de pick-up en fait en même temps, puisqu'on allait chercher le vendredi à midi. C'était le vol de Rome, puisque les joueuses venaient de Rome. Et donc on est du tournoi de Rome, du Master 1000, exactement, c'est ça. voilà. Et donc elles sont arrivées de là-bas et elles sont arrivées. Il y en avait 3-4 qui sont arrivées en même temps avec un vol de Rome du côté de Bâle-Mulhouse. Et donc là, on a dû gérer en fait l'arrivée de 16 personnes et 36 bagages. Voilà, donc on vous laisse imaginer 36 bagages. Oui, ça devait être quelque chose. Hein. Voilà, et 36 bagages de joueuses de tennis. C'est pas 36 valises comme vous avez vous à la maison, des sacs à main. Voilà. Il y a toutes les raquettes. Voilà, donc t'as ça fois 36. Donc autant te dire que voilà, quand on a eu, heureusement, on a 2 vannes aussi dans la flotte des véhicules. Ah oui, pour prévoir au cas où. Exactement. Et donc notre défi, voilà, c'est d'arriver quand tu cherches autant de personnes. Notre défi et mon défi à moi, c'est d'anticiper tout ça, prévoir les chauffeurs et faire que quand ils sont en train de charger, les 36 valises plus les personnes, on arrive à les transporter pas qu'on soit sur le entre guillemets sur le quai et bloqué parce qu'on n'arrive plus à rentrer toutes les valises. Oui, voilà. Oui, donc c'est là où il y a une certaine logistique. Bon, maintenant vous êtes expérimenté, ça fait quoi? Ça fait plus de 20 ans que vous faites ça, Frédéric, c'est ça? C'est ma 21e édition. Ouais. Ah oui, et qu'est-ce qui vous plaît tant là-dedans dans ce rôle? Alors déjà c'est du bénévolat, ça il faut le rappeler, hein, on est bénévole. Moi je prends congé en fait pour être là, hein. Ça c'est très atypique, voilà, c'est de se dire on prend congé pour faire du bénévolat où tu vas faire. C'est rare ça quand même, ouais. Oui, mais c'est parce qu'il y a une aventure en fait derrière. Il y a une aventure. C'est quoi qui vous plaît tant alors dans ce rôle-là? C'est l'aventure humaine, c'est l'équipe que j'ai. J'ai une équipe formidable en fait, hein, comme dit, qui est là. Là par exemple ce matin, on a emmené quelqu'un à 6h30 à la gare. J'ai pas besoin de me faire des nœuds au cerveau à savoir s'ils sont dispo. J'ai toujours quelqu'un qui va me répondre, pas de problème, je suis là. Et ça, c'est un bonheur. Je le ferais pas si c'était pas des gens comme ça. Oui. C'est des gens aussi qui sont toujours. Il y a une histoire des chauffeurs. Hein, je sais pas, on va avoir des centaines de chauffeurs qui ont fait ce rôle-là. Mais derrière, voilà, ça a toujours été aussi. On les parraine en fait. Hein, c'est pas des chauffeurs qui viennent comme ça. C'est toujours des bénévoles, mais parrainés par d'autres chauffeurs. Oui. Ce qui nous permet effectivement d'avoir une certaine fiabilité dans les gens aussi, dans les gens qui viennent chaque année. Et puis après, voilà, c'est l'aventure humaine, c'est les rencontres. C'est ça, j'allais dire, parce que vous transportez à bord des joueuses top 10, top 20 mondiales, c'est quand même quelque chose d'assez dingue. C'est ça. On peut dire, et il y a des échanges avec elles. Comment ça se passe les trajets en voiture en général? Là, il y a tout. Il y a tout. Ça va du silence, parce que la joueuse dort par exemple quand on la cherche à l'aéroport, à la gare, parce qu'elle a eu un transport de nuit ou des choses comme ça. Donc ça peut être le silence complet. La joueuse qui va se mettre devant sur le siège et qui va commencer à vous parler et discuter de tout et de rien. Vous avez une anecdote? Il y a eu tout. Hein. Moi, j'ai eu. J'espère qu'elle m'en voudra pas parce qu'elle a arrêté sa carrière maintenant. Mais j'ai eu Alizé Cornet qui une année au tournoi, elle voulait partir du site, elle va à l'hôtel et dans la voiture au feu rouge, au premier feu rouge, elle m'a dit non mais j'en peux plus du tennis, j'arrête ma carrière. Alizé, on va faire doucement. C'est un peu le psy aussi. Comment on réagit quand on entend ça? Tu prépares les mouchoirs, donc on a toujours un paquet de mouchoirs dans la poche. Non, mais voilà, on a eu des joueuses qui pleuraient dans la voiture parce qu'elles avaient perdu. On a des joueuses, qui étaient très heureuses et parce qu'elles venaient de gagner, parce qu'elles faisaient un super parcours. Et on a toujours tout eu. Donc c'est à chaque situation aussi, et finalement voilà, nous on essaie d'apporter avec l'équipe du transport beaucoup de bienveillance. Oui. Voilà, on est le premier interlocuteur, le dernier interlocuteur. On veut qu'elles aient une belle image quand elles arrivent à Strasbourg et une belle image quand elles partent de Strasbourg, parce que on imagine bien qu'elles vont revenir l'année prochaine. Bien sûr. Et que si entre elles parlent de Strasbourg, moi j'étais à Strasbourg, c'était trop bien, le transport a été super sympathique avec nous, et ça c'est ce qu'on veut. Voilà, l'image qu'on donne. On est attaché à l'image qu'on donne, et puis voilà, si on peut apporter de l'humanité, de la bienveillance, parce que voilà, il faut imaginer quand même, hein, c'est des joueuses qui font le monde entier pendant une année, et forcément elles ont des moments difficiles, des moments. Elles sont jamais chez elles en plus. Elles sont jamais chez elles, et donc voilà, quand à un moment donné mettre beaucoup d'humains en fait là-dedans pour que ça se passe bien et qu'elles se sentent un peu chez elles aussi, et qu'on puisse répondre à leurs demandes quand elles ont besoin de rentrer à l'hôtel, les transporter, qu'on soit à l'heure, etc. Et voilà, qu'on soit là avec le sourire. Et je pense que ça c'est très important pour que elles ont envie de revenir l'année prochaine aussi. Et je peux vous assurer que plein de personnes, de joueuses, d'encadreurs,
l'encadrement est toujours, ils sont toujours très heureux de revenir en fait. On dit à Strasbourg et puis quand on les accueille, grand sourire. C'est ça, ils gardent une bonne image en fait. Exactement. C'est aussi leur dernier contact, donc forcément ça joue aussi. Et puis beaucoup sont très contents de nous retrouver l'année suivante. Ah ça y est, est-ce que je peux pas avoir mon chauffeur de l'année dernière? Ah oui, non, il y en a certains, c'est un peu les chouchous de certaines et on garde un relationnel par rapport à ça, quoi. Ça marche. Bah merci beaucoup Frédéric. Ce qu'on fait là, c'est qu'on va revenir au site alors, c'est ça? Bah là je fais un tour, ouais. Ok, ça marche. Merci. Là, nous sommes sur le cours central des internationaux de Strasbourg. Il y a Leila Fernandez qui est en train de s'entraîner juste derrière nous. Et je vais rejoindre Vincent Van Menen, le speaker des internationaux de Strasbourg. Bonjour Vincent. Bonjour. Vincent, vous êtes le speaker depuis 7 ans ici au Wacken. Est-ce qu'il faut une qualité particulière pour être speaker? Comment est-ce qu'on devient speaker finalement? On devient speaker avec une aptitude à ne pas dire déjà. C'est la base. Et surtout anticiper les situations. On est vraiment dans cette proactivité, pouvoir réagir, voire même anticiper toutes les hypothèses qu'on peut avoir durant un tournoi de tennis. Ça peut être dans le public, ça peut être au niveau des joueuses, y compris même au niveau des partenaires, au niveau des loges. Il faut en fait avoir l'œil partout, au-delà d'avoir une voix bien sûr. Justement, j'allais y venir. La voix, c'est quelque chose qui est reconnaissable chez un speaker. Vous estimez qu'aujourd'hui, au bout de 7 ans, les spectateurs commencent à, s'habituer maintenant à votre voix? C'est mon ambition. C'est mon ambition. Non, plus modestement. En fait, je ne suis pas du tout la vedette. Je contribue à la réussite du tournoi. Le tournoi est magnifique, il grandit d'année en année. Et moi, je ne suis qu'un élément. En fait, je définis mon rôle comme celui d'un passe-plat au service de l'événement. Justement parce que vous avez une responsabilité énorme, vous êtes un petit peu, on peut dire, le relais entre l'organisation et les spectateurs. C'est un petit peu vous qui informez les spectateurs sur ce qui se passe. J'ai d'ailleurs mon oreillette que je vais enlever parce que je suis en liaison avec l'organisation et j'entends tout ce qui se passe dans mon oreille, effectivement. Et alors, qu'est-ce qui peut se passer justement dans une journée? Il y a des imprévus, qu'est-ce qui peut arriver? Qu'est-ce qui peut vous amener, à bousculer un petit peu votre programme? La météo, par exemple, du vent, de la pluie. La pluie surtout parce qu'on peut être emmené à bâcher et rebâcher le terrain. La blessure d'une joueuse, on a eu ce cas de figure ce matin avec une joueuse qui a abandonné à 3-1 dans le premier set. Donc il faut être tout de suite réactif et être présent, ce qui m'oblige à rester presque à point fixe durant la journée. Et puis après, ça peut être tout type de problème. Un malaise médical, on peut vraiment penser à toutes les hypothèses. Une alarme, une alerte, quelle qu'elle soit. Une manifestation, on peut tout imaginer en fait, parce que c'est vrai qu'on a du tennis, mais potentiellement il peut tout se dérouler sur un terrain de tennis. Parce que vous préparez quand même, vous avez des notes, notamment pour présenter les joueuses. C'est un gros travail en amont des matchs? Gros, non, mais un travail quand même assez important parce qu'il faut être précis, factuel, en très peu de temps. Donc il faut avoir cette capacité à sélectionner les éléments importants et donner envie au public. Alors justement, pour donner envie au public, est-ce qu'il y a un conseil, est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez qui est propre, on va dire, à vous? Par exemple, je vais vous parler du dernier match de ce soir où j'ai appelé ça le conflit des générations, le choc des générations, alors qu'on a une joueuse de 25 ans, Emma Navarro, qui va être opposée à une joueuse de 18 ans, Iva Jovic. Donc c'est en fait simplement un bon petit teasing. Alors pour vous, j'imagine que c'est aussi un petit peu excitant de pouvoir questionner les joueuses, notamment à la fin du match. C'est quelque chose que vous attendez, j'imagine. Est-ce que vous les préparez, ces interviews, ou ça se fait un petit peu au feeling? Alors je les prépare en essayant de sélectionner un élément marquant du match. Ça peut être le déroulé du score et ça peut être aussi un coup, peut-être un événement en fait qui va être marquant pour la joueuse sur lequel on peut rebondir. J'essaie en fait de les emmener aussi vers l'aspect tennistique. J'évite les questions redondantes sur la condition physique, le mental. J'essaie vraiment de les emmener dans une vision de spécialiste du tennis pour les faire parler et oublier qu'on est filmé, qu'on est retransmis dans 170 pays et qu'on crée cette complicité et qu'elles oublient qu'il y a une caméra en fait. Qu'est-ce que vous appréciez dans ce moment-là? C'est le fait que la joueuse se livre, le fait de pouvoir peut-être essayer d'obtenir, j'ai envie de dire, des émotions, certaines émotions? Oui, en fait, je recherche l'émotion. Vraiment, l'émotion et le fait qu'elle soit naturelle. Parce que beaucoup de joueuses, et c'est fort logique, font du média training. Elles sont sur les cours toute l'année, partout dans le monde. Et je veux vraiment qu'elles aient là aussi cette identité strasbourgeoise où elles savent qu'elles peuvent être en confiance. On va parler tennis.
Justement, le tournoi des internationaux de Strasbourg, c'est une fois dans l'année, c'est un rendez-vous, c'est le gratin du tennis féminin mondial qui est réuni à Strasbourg. Pour vous, voilà, c'est l'événement phare de l'année en tant que speaker? Oui, clairement. Alors, faut pas oublier aussi que je suis un grand fan de tennis et que je suis dans mon élément. Donc, je suis privilégié parce que j'ai la chance d'aller à la rencontre des joueuses, d'exprimer aussi ma passion. Et c'est vrai que des fois, dans mes interviews, ça retranscrit parce que j'ai aussi envie d'apprendre. Et quand les joueuses sont capables de nous donner quelques petits tricks, quelques petits trucs que je peux utiliser, non, je plaisante, mais c'est vrai que c'est un événement qui est très important pour moi, que j'attends avec impatience chaque fois, parce que les joueuses, déjà, sont fantastiques. Je ne sais pas si le public strasbourgeois se rend compte du niveau de jeu que l'on a. Là, l'an dernier, on a eu Elena Rybakina, 2e mondiale. Là, on a Victoria Mboko, 9e mondiale. Et c'est vraiment un régal. Et je m'estime privilégié de pouvoir effectivement les présenter et les interviewer en fin de match. Merci Vincent, nous on va vous laisser avant le début du prochain match. C'est terminé pour cet épisode de Dans nos baskets. En espérant que vous avez pu découvrir toutes les coulisses des internationaux de Strasbourg. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. À bientôt.